C'est la pierre de Rosette. Elle a permis de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens et constitue l'un des trésors les plus précieux de la musique britannique. L'inscription gravée sur la pierre de Rosette est un accord fiscal entre les prêtres et... quel pharaon égyptien? Et si tout ce que nous pensions savoir du passé n'était que la surface? Depuis plus de 2 millénaires, un seul artefact se trouve au cœur de l'histoire de l'humanité. Discrète, sans prétention, et pourtant suffisamment puissante pour révéler toute une civilisation disparue. La pierre de Rosette n'était pas qu'une simple découverte, c'était une avancée majeure qui nous a permis d'entendre à nouveau les voix de l'Égypte antique. Les érudits pensaient en avoir percé son code. Ils nous disaient que le mystère était résolu, qu'il ne s'agissait que d'un décret royal promulgué sous le règne de Ptolémée V, soigneusement traduit et parfaitement compris. Affaire classée. Mais aujourd'hui, cette certitude commence à s'effriter, car en 2026, un événement sans précédent s'est produit. Les scientifiques ont intégré l'intégralité de l'inscription dans des systèmes d'IA avancés. Des machines conçues pour détecter des schémas imperceptibles à l'esprit humain. Non seulement des mots, mais aussi des structures cachées, des anomalies répétées et des niveaux linguistiques plus profonds, enfouis sous la surface. Et ce que l'IA a découvert était inattendu. Des incohérences subtiles, d'étranges répétitions, un codage qui ne correspond pas à un simple décret politique. Certains chercheurs pensent désormais que la pierre pourrait receler un second message. Une œuvre qui n'a jamais été conçue pour être facilement comprise, voire même jamais destinée à être découverte. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car la suite pourrait bien bouleverser notre vision de l'histoire. Lorsque la pierre de Rosette fut cataloguée pour la première fois après avoir été extraite de la ville égyptienne de Rosette, puis remise aux troupes britanniques en 1801, elle fut simplement décrite comme une pierre noire portant 3 inscriptions. Cette description à elle seule allait engendrer une longue méprise quant à sa véritable nature. Et comme nous le verrons, cette pierre semble avoir été source de nombreux malentendus. Une fois arrivé à Londres, on a souhaité rendre l'inscription ancienne plus visible. On a donc frotté de la craie blanche sur les lettres gravées pour les faire ressortir. Puis, pour protéger sa surface des contacts incessants des visiteurs curieux, on l'enduisit d'une couche de cire de carnauba. Cette couche intensifia considérablement sa couleur, lui donnant une apparence presque entièrement noire. De ce fait, on crut à tort pendant de nombreuses années qu'elle était faite de basalte noir. Des siècles plus tard, lors du nettoyage de la pierre en 1999, tous les ajouts d'origine furent enfin retirés. Ce qui fut révélé surprit tout le monde. La teinte gris foncé de la roche réapparut, ainsi que l'éclat naturel de sa surface cristalline. Une fine mais remarquable veine rose traversant le coin supérieur gauche est apparue pour la première fois. Les géologues l'ont comparée à des échantillons de roches égyptiens et ont constaté qu'elle correspondait étroitement à la granodiorite d'une petite carrière de Gebel Tingar, sur la rive ouest du Nil, près d'Éléphantine, dans la région d'Assouan. Cette veine rose était une caractéristique connue de la granodiorite de cette région, ne laissant que peu de doute quant à son origine. La pierre elle-même est un gros bloc massif. Elle mesure environ 1,12 mètres de haut, 74 cm de large et a une épaisseur d'un peu plus de 28 cm. Son poids est immense, environ 760 kg, soit approximativement un 604 livres. Pour un objet d'apparence si simple, sa présence physique est saisissante, ce qui rend cette pierre si remarquable que sont les 3 inscriptions différentes gravées à sa surface. La partie supérieure présente des hiéroglyphes égyptiens anciens, écrits en moyen égyptien, un style ancien, presque archaïque même à l'époque, choisi spécifiquement pour les textes religieux et officiels. En dessous, la deuxième section est écrite en démotique,
la forme écrite courante de l'égyptien utilisée durant la période ptolémaïque, reflétant bien plus fidèlement la langue parlée au quotidien. Enfin, tout en bas, la troisième section est écrite en grec ancien, la langue administrative de l'Égypte sous les Ptolémées. Mais voici un détail que l'IA signalera plus tard comme significatif. La pierre que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un fragment d'un ensemble bien plus vaste. La partie supérieure, gravée de hiéroglyphes, est la plus endommagée. Seules les 14 dernières lignes restent visibles, et toutes sont abîmées. La section en démotique moyen est mieux conservée, avec 32 lignes encore lisibles. La section grecque, en bas, est la plus complète, avec 54 lignes, bien que même celle-ci s'estompe vers un bord diagonal brisé. En comparant la pierre de Rosette avec des stèles similaires de la même période, notamment le décret de Canopée de 238 avant Jésus-Christ, les chercheurs ont estimé que la pierre originale était plus haute d'environ 30 cm. Cette section manquante aurait contenu 14 ou 15 lignes supplémentaires de hiéroglyphes. Au-dessus de ce texte, les autres stèles de ce type présentaient généralement une scène sculptée montrant le roi offert aux dieux, surmonté d'un disque ailé, symbole traditionnel de protection et d'autorité divine. La pierre de Rosette, telle qu'elle nous est parvenue, n'en comporte aucune. Ces éléments ont tout simplement disparu. Ce qui soulève une question à laquelle l'IA reviendra plus tard. Que manque-t-il d'autre? Pour comprendre ce que l'IA a découvert de caché dans le texte, il nous faut d'abord comprendre son contenu officiel et le contexte de sa rédaction, car la version officielle et la réalité s'avèrent bien différentes. La grande dalle de pierre fut érigée en l'honneur du roi Ptolémée V après son couronnement. Le décret gravé à sa surface n'était pas une déclaration du roi lui-même. Elle fut promulguée par une importante assemblée de prêtres réunis dans l'ancienne ville de Memphis. Ils consignèrent la date dans les calendriers macédoniens et égyptiens, situant l'événement au 27 mars de l'an 196 avant Jésus-Christ, la 9e année du règne de Ptolémée. Le décret nommait les prêtres officiants, honorait les femmes vénérées de la dynastie royale et louait la générosité du jeune roi. Mais déjà, quelque chose cloche. Une seconde date apparaît dans le texte. Dans les versions grecques et hiéroglyphiques, une autre date est mentionnée. Le 27 novembre 197 avant Jésus-Christ. Date anniversaire officielle du couronnement du roi. Le texte démotique propose ensuite une autre version encore, situant le décret et l'anniversaire à quelques jours d'intervalle, en mars. Personne n'a jamais pleinement expliqué cette divergence. Les chercheurs l'ont constaté depuis des années, l'ont attribué à une incohérence administrative et sont passés à autre chose. L'IA, elle, n'a pas évolué. Mais avant d'en arriver là, il nous faut comprendre pourquoi ce décret a été rédigé. Car la situation politique était absolument désespérée. Ptolémée V Épiphane, fils de Ptolémée IV Philopator, était devenu roi très jeune dans des circonstances d'une violence inouïe. Ses deux parents étaient morts dans un complot de cour impliquant la maîtresse de son père. Après leur mort, les conspirateurs régnèrent au nom du jeune roi. Leur pouvoir s'effondra lorsqu'une rébellion éclata et que le peuple d'Alexandrie, furieux, se retourna contre eux. Un général nommé Tlépolémus prit alors le pouvoir en tant que tuteur du jeune roi, mais il fut lui aussi finalement destitué et remplacé par Aristomène d'Alicie, le principal ministre en fonction au moment du décret. Parallèlement, la situation extérieure de l'Égypte n'était guère plus favorable. Antiochos III, souverain séleucide, et Philippe V, roi de Macédoine, avaient conclu une alliance dans le but précis de se partager les territoires ptolémaïques. Philippe s'empara d'îles et de villes en Corée et en Thrace. Antiochus porta un coup décisif à la bataille de Panium en 598 avant Jésus-Christ,
s'emparant de la Syrie de Kouila, incluant la Judée. Au sud, une puissante révolte locale, amorcée sous le règne précédent, se poursuivait. Des chefs rebelles, Horwenifer puis Ankenifer, résistèrent fermement à la couronne pendant des années, contrôlant de vastes régions de Haute-Égypte. Au milieu de ce chaos, un garçon de 12 ans fut officiellement couronné pharaon à Memphis, 7 ans après le début officiel de son règne. Presque aussitôt après, un décret fut promulgué, louant officiellement la générosité du roi. Il avait fait don d'argent et de céréales au temple. Lors de sa 8e année de règne, il avait maîtrisé une crue exceptionnelle du Nil en ordonnant la construction de barrages pour retenir les eaux et protéger ainsi les récoltes. En retour, les prêtres promirent fidélité et s'engagèrent à l'honorer aux côtés des dieux en célébrant chaque année son anniversaire et son couronnement et à afficher le texte de ce décret dans tous les temples d'Égypte, rédigé dans les 3 Écritures. En résumé, ce décret était un document de survie politique. Un jeune roi sans véritable pouvoir, cerné d'ennemis extérieurs et de rébellions internes, s'assurait la loyauté des prêtres les plus influents d'Égypte par des présents et des flatteries. Le clergé de Memphis, la plus haute autorité religieuse du pays, était ainsi officiellement rallié à sa cause. Cela a toujours été admis. Mais l'IA a perçu quelque chose de totalement différent. Le mystère est enfin résolu. Pour apprécier pleinement la découverte de l'IA, il faut comprendre combien de temps la signification de cette pierre est restée perdue et les efforts considérables déployés par l'humanité pour la retrouver. Après la chute de l'Empire romain, la capacité de lire les hiéroglyphes s'est peu à peu évanouie. L'écriture était devenue si spécialisée au fil des siècles que seul un petit cercle de prêtres et de scribes pouvait encore la déchiffrer, même à la fin de son existence. Au IVe siècle de notre ère, presque plus personne en Égypte ne savait déchiffrer les anciens symboles. La diffusion du christianisme, la fermeture des temples, la disparition des lignées sacerdotales, tout cela a rompu la chaîne vivante du savoir. La toute dernière inscription hiéroglyphique connue a été gravée à Philae. Peu après, le dernier texte écrit en caractères démotiques y fit également son apparition. Puis le système d'écriture de l'Égypte antique disparut complètement, ne laissant subsister que des images muettes gravées dans la pierre. Pour les observateurs ultérieurs, les hiéroglyphes semblaient décoratifs plutôt que linguistiques, s'apparentant davantage à de l'art symbolique qu'à une véritable écriture. Au 5e siècle, un prêtre nommé Horopollo écrivit un ouvrage intitulé Hieroglyphica, décrivant près de 200 glyphes et leur attribuant des significations. On y a cru pendant des siècles. Une grande partie de cette croyance était fausse. Au lieu d'aider à percer le mystère, elle n'a fait qu'accroître la confusion. Au 9e et 10e siècle, des érudits arabes s'y essayèrent, comparant les hiéroglyphes à la langue copte encore utilisée dans les églises égyptiennes. Des érudits européens des 16e et 17e siècles s'y essayèrent également. Athanasius Kircher, notamment, qualifia les hiéroglyphes d'énigmes du Sphinx. Personne n'y parvenait. La découverte de la pierre de Rosette en 1799 a tout changé, mais pas du jour au lendemain. Les progrès furent lents. Les premiers érudits comprirent que la comparaison du texte grec avec la section démotique pouvait révéler les sons associés à certains symboles. Le diplomate suédois Johann David Åkerblad, qui étudiait l'écriture démotique à partir d'autres exemples, pensait qu'elle représentait une forme cursive du copte. L'orientaliste français Antoine-Isaac Sylvestre de Sacy reçut l'une des premières gravures de la pierre en 1801 et remarqua rapidement que la partie centrale en démotique correspondait à l'écriture étudiée par Åkerblad. Ensemble, ils entreprirent de comparer le texte démotique avec le texte grec, à la recherche de noms royaux présents dans les deux versions. Dès l'année suivante, de Sacy avait identifié 5 noms: Alexandros, Alexandria,
Ptolémaeus, Arsinoé et le titre royal d'Épiphane. Åkerblad publia un alphabet de 29 lettres, dont plus de la moitié s'avérèrent correctes. Mais ils se heurtèrent à un obstacle. Le démotique n'était pas un système d'écriture purement alphabétique. Il contenait des signes phonétiques, mais aussi des éléments idéographiques et symboliques qui ne correspondaient pas directement à des sons. Ce mélange a complètement bloqué leur progrès. La percée suivante est venue de Thomas Young, secrétaire aux Affaires étrangères de la Royal Society à Londres. En 1814, après avoir correspondu avec de Sacy, il porta son attention sur les cartouches, ces cadres ovales entourant les noms royaux en hiéroglyphes. Dans l'un d'eux, il découvrit une suite de caractères correspondant au son du nom grec Ptolémée. Il remarqua également un détail qui avait totalement échappé aux érudits précédents. Les écritures hiéroglyphiques et démotiques n'étaient pas des systèmes totalement distincts. Elles présentaient jusqu'à 80 similitudes reconnaissables. Ce fut une découverte capitale. Cela signifiait que le démotique n'était pas une invention indépendante, mais une forme transformée de l'écriture hiéroglyphique. Young publia ses découvertes en 1819 dans l'Encyclopædia Britannica, mais il ne put aller plus loin. La solution, la clé finale, vint de Jean-François Champollion, un professeur de Grenoble animé d'une passion extraordinaire pour l'Égypte antique. En 1822, il examina des copies d'inscriptions de l'obélisque de Philae, où les noms de Ptolémée et de Cléopâtre avaient été identifiés par William John Bankes. À partir de ces données, Champollion identifia les caractères phonétiques qui épelaient le nom de Cléopâtre. En les utilisant conjointement avec les noms étrangers figurant sur la pierre de Rosette, il reconstitua rapidement un alphabet de hiéroglyphes phonétiques. Le 14 septembre 1822, il présenta ses travaux à l'Académie royale des inscriptions et des belles-lettres à Paris. Dans une lettre détaillée adressée le jour même à la secrétaire de l'Académie, il exposa sa découverte avec une précision extraordinaire. L'idée cruciale était la suivante. Les hiéroglyphes phonétiques étaient utilisés non seulement pour les noms grecs, mais aussi pour les noms égyptiens. Cette hypothèse fut confirmée lorsqu'il reconnut les noms de Ramsès et de Thoutmôsis dans des cartouches à Abou Simbel l'année suivante. Fort de cette confirmation, Champollion alla au-delà de la pierre de Rosette. S'appuyant sur des dizaines d'autres textes, il entreprit l'élaboration d'une grammaire complète de l'égyptien ancien et d'un dictionnaire de hiéroglyphes. Il mourut en 1832, mais son œuvre fondatrice lui assura la place de celui qui révéla véritablement ce qui était resté silencieux pendant 15 siècles. Après Champollion, les égyptologues poursuivirent le perfectionnement des traductions des 3 écritures de la pierre de Rosette. Des égyptologues allemands produisirent des traductions latines révisées dans les années 1850. La première traduction anglaise parut en 1858. Les débats persistèrent quant à la version du décret original. Grec, démotique ou hiéroglyphique. Certains soutenaient que le texte grec était la version principale, rédigée par l'administration ptolémaïque. D'autres affirmaient que la version hiéroglyphique portait la signification religieuse la plus profonde. D'autres encore suggéraient que les 3 versions avaient été créées simultanément, chacune avec un ton et un public légèrement différents. Ce qui était incontestable, c'était que les traductions étaient désormais pratiquement achevées. La pierre avait été lue. Le mystère était résolu. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait, jusqu'à ce que l'IA examine la question de plus près. La révélation de l'IA. C'est là que l'histoire prend une tournure véritablement inquiétante. Lorsque les chercheurs ont finalement soumis l'inscription complète de la pierre de Rosette à des systèmes d'IA linguistiques avancés, des outils entraînés non seulement sur des langues connues, mais aussi sur des schémas linguistiques profonds à travers des milliers de textes, un phénomène inattendu s'est produit. L'IA n'a pas simplement traduit,
il a soulevé des questions. Il a commencé à signaler des détails que les experts humains avaient soit négligés, soit simplement ignorés. Le premier exemple concernait l'étrange problème des dates incohérentes. Pendant des années, les chercheurs ont constaté que les sections grecques, hiéroglyphiques et démotiques ne correspondaient pas parfaitement, mais la plupart ont supposé qu'il s'agissait d'une simple erreur mineure. L'IA, quant à elle, a perçu quelque chose de très différent. Elle a reconnu dans ce décalage un schéma délibéré. On l'utilisait souvent dans les textes anciens, conçus pour transmettre deux messages simultanément. L'un évident, l'autre caché, destiné à un public totalement différent. Puis vint une découverte plus profonde. Lorsque l'IA s'est concentrée sur la section hiéroglyphique, la partie la plus sacrée et la plus complexe du texte, elle a découvert des formulations qui n'apparaissent nulle part ailleurs dans les inscriptions royales de cette époque. Il ne s'agissait pas d'erreurs fortuites, mais de constructions précises et intentionnelles. Comparés aux écrits religieux de l'Égypte antique, ces textes présentaient une ressemblance frappante avec les textes d'avertissement, tant par leur ton que par leur structure. Des messages rédigés à une époque où une civilisation craignait d'être au bord du gouffre. Autrement dit, il ne s'agissait peut-être pas uniquement d'éloges adressés à un roi. Il s'agissait peut-être d'un avertissement. Mais la découverte la plus troublante est venue ensuite. L'IA a détecté des références numériques et calendaires inhabituelles dissimulées dans le texte, notamment dans les passages décrivant comment le roi Ptolémée V contrôlait le Nil et protégeait le territoire. À première vue, elle semblait ordinaire. Mais une fois confrontée aux données astronomiques de l'époque, elle révélait une série d'événements. Catastrophes naturelles. Naturelles, instabilité politique, voire signes célestes que les prêtres observaient peut-être avec une grande attention, non pas symboliquement, mais littéralement. En 196 avant Jésus-Christ, les prêtres qui créèrent cette inscription vivaient en pleine période de chaos. L'Égypte était instable. Des rébellions se multipliaient. Les puissances étrangères se rapprochaient. Le monde qu'ils croyaient être régi par les lois de la divinité s'effondrait sous leurs yeux. Et il ne s'agissait pas de gens ordinaires. C'étaient les individus les plus instruits et les plus spirituellement éveillés de leur époque. Au lieu de se contenter de promulguer un décret royal, ils ont peut-être agi de manière bien plus délibérée. Ils ont codé un message. Un message qu'ils ne pouvaient pas révéler ouvertement, mais qu'ils ne pouvaient se permettre de perdre. Que ce message évoqua la chute finale de l'Égypte face à Rome, ou quelque chose de bien plus vaste, dont ils pensaient qu'il aurait des répercussions bien au-delà de leur époque, fait encore débat. Mais une chose est sûre, pendant plus de 2 siècles, les érudits n'ont fait qu'effleurer le sujet. Ils ont trouvé la clé et ouvert la porte. Mais d'après l'IA, quelque chose pourrait s'y cacher. Une autre couche soigneusement placée là par les prêtres eux-mêmes. Une chambre secrète chargée de sens, attendant le moment propice pour être découverte. Et pendant 200 ans, personne ne l'a vue. Jusqu'à présent, il a fallu une machine pour remarquer ce que les humains ne pouvaient pas. Nous avons toujours considéré la pierre de Rosette comme un outil, une découverte fortuite qui nous a permis de déchiffrer une langue perdue. Mais peut-être n'était-ce pas qu'un simple outil. Peut-être était-ce un message. Un message soigneusement élaboré, profondément intentionnel, d'une civilisation consciente de ses difficultés. Et elle souhaitait laisser une trace pour l'avenir. La véritable signification de ce message, qu'il s'agisse d'un avertissement, d'une prophétie ou de quelque chose que nous ne comprenons pas encore pleinement, reste un mystère qui commence à peine à se dévoiler. L'IA nous a peut-être indiqué la voie à suivre. Mais y parvenir? Cela demandera encore du temps, de la patience et de la curiosité humaine, car en réalité, la pierre de Rosette n'a jamais été qu'une simple clé. C'était une lettre, et peut-être apprenons-nous seulement maintenant à le déchiffrer. Si cela vous a fasciné, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner, car plus on approfondit le sujet, plus il devient clair. L'histoire recèle encore des secrets que nous n'avons même pas commencé à découvrir.